Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oser l'expérience, le podcast qui partage les expériences des autres pour que vous osiez vivre les vôtres. Aujourd'hui, j'ai un invité très particulier pour moi puisqu'il s'agit de mon papa. Je suis vraiment très fière de vous partager son parcours aujourd'hui parce qu'il va vous parler de son parcours professionnel et des différentes leçons de vie qu'il a pu apprendre tout au long de ces années. C'est un parcours professionnel qui est assez particulier puisqu'il a oscillé entre les expériences à l'étranger et les expériences en France et entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai donc trouvé ça vraiment intéressant et enrichissant de l'interviewer. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec lui. Et c'était vraiment une sacrée expérience d'inviter son papa sur le podcast, évidemment. Et je suis extrêmement fière de sa performance déjà. Et surtout, je suis très fière d'avoir ce souvenir-là avec lui. Donc je vous laisse avec le podcast. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse découvrir mon papa. Alors, je t'ai invité pour parler de ton parcours professionnel parce que je trouve qu'il a parce qu'il est vachement riche entre le fait d'avoir été à ton compte et d'avoir travaillé à l'étranger, d'avoir travaillé en France et tout. T'as quand même fait pas mal de choses différentes et dans plusieurs secteurs différents. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de te poser des questions sur tout ça. Donc ma première question, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu veux ? Je m'appelle Roger, 60 ans. J'aime faire beaucoup de choses. J'aime la musique depuis toujours. Je fais de la musique depuis toujours. J'aime beaucoup bricoler plein de petites choses pratiques ou des petites choses artistiques. T'as toujours été créatif et habile de tes mains ? Toujours, ouais, depuis petit, grâce à mon père, qui lui bricolait beaucoup aussi. Et du coup, t'as bricolé Avec lui et puis après tout seul, comme un grand. Ce côté bricolage et créatif et tout, est-ce que ça t'a guidé vers des métiers du coup plutôt manuels ? J'ai commencé par un métier que je ne pratique quasiment plus aujourd'hui, ce qui est installateur sanitaire, que j'ai assez rapidement délaissé parce que voilà, ça ne me plaisait pas plus que ça, même que c'était manuel. Et j'ai atterri dans d'autres métiers, en l'occurrence j'étais maçon. J'ai travaillé pendant quelques années à l'écomusée d'Ungersheim en Alsace, où j'étais chef de chantier, 22 bonhommes à diriger sur le chantier. Tous les métiers manuels que tu as fait, qu'est-ce que tu as préféré ? Puisque tu as dit que tu n'as pas trop aimé le côté sanitaire. Qu'est-ce que j'ai préféré ? L'endroit où j'ai vraiment préféré travailler, où professionnellement je me suis éclaté, c'était l'écomusée. Et tu y faisais quoi exactement ? J'étais chef de chantier, donc construction de maisons traditionnelles alsaciennes, ou des maisons en pierre comme la tour, la grande tour de l'écomusée, la maison forte, que j'ai construit quasiment de A à Z avec tous ces bonhommes. J'ai appris énormément de choses grâce à des anciens, des personnes d'un certain âge qui avaient encore le savoir de l'époque, qui nous ont transmis à moi et mes collègues leur savoir, leur manière de faire à l'ancienne, et c'était vraiment riche en expérience. Donc tu as plutôt appris au moment où tu travaillais et pas vraiment apprendre dans des études ou non, des trucs j'ai en toujours avance. appris sur le tas parce que quand quelque chose m'intéresse, je dis je sais faire. Même si je ne sais pas faire, je sais faire. Et ensuite je me débrouille pour apprendre sur le tas, pour me documenter, pour me laisser informer par les gens qui savent, etc. Je cherche les compétences autour de moi qui me permettent d'avancer. Et ça, t'as toujours réussi jusqu'ici ? Jusqu'à maintenant, oui. Parce que je trouve que c'est bien plus excitant de travailler comme ça que de travailler, je dirais, entre guillemets, bêtement à l'école pour apprendre un métier d'une certaine manière, alors que apprendre un métier, on peut l'apprendre de mille et une manières. Tu t'es plutôt nourri de l'expérience des autres pour tout à fait. Faire la Et surtout, je me suis toujours lancé un petit peu dans des challenges, on va dire, dans le vide, sans trop savoir où j'allais, mais j'avais envie. Donc, à partir du moment où j'avais envie, j'arrivais. Du coup, justement, en te lançant dans un challenge comme ça dans le vide, tu t'es lancé à ton compte quelques années après. Oui, dans la rénovation intérieure. Ouais. Et comment ça t'est venu ? Disons qu'à un moment donné, l'écomusée a eu des difficultés. On va pas s'étendre là-dessus. On a eu donc une vague de licenciements. On a eu 22 personnes de licenciées. J'étais malheureusement dans le lot.
Résultat des cours, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau et je me suis dit, bon ben voilà, il faut faire le point. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu sais faire? Avec ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux démarrer? Je me suis dit, ben voilà, donc je vais démarrer dans la rénovation parce que c'est ce que je savais faire. Vu l'expérience que j'avais à l'écomusée, même si c'était dans les matériaux et les maisons anciennes, etc., j'ai pu adapter ça quand même dans ma nouvelle profession en tant qu'artisan dans la rénovation intérieure. Donc je me suis lancé là-dedans. Est-ce que le fait d'avoir été licencié, ça t'a permis d'oser te lancer, ou est-ce que c'est parce que t'avais plus rien et tu t'es dit pourquoi pas tenter? Est-ce que l'entrepreneuriat c'était un truc que t'avais dans un coin de ta tête et ça a été l'occasion? Bah, disons, j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant du côté professionnel, ce qui fait que l'entrepreneuriat ne m'a pas vraiment effrayé dans le sens où, mm, même dans les autres métiers, je veux dire à l'écomusée, je suis arrivé à l'écomusée, j'ai décidé que c'est là que je travaillerais. C'est toi qui as choisi ton poste? C'est moi qui ai choisi d'aller travailler là-bas. Le patron m'a dit il n'y a pas de place. J'ai dit mais ça m'est égal, vous m'en trouvez une. Et je lui ai cassé les pieds jusqu'à ce qu'il m'en trouve une. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Donc je veux dire, c'était déjà une forme d'entrepreneuriat. Je voulais ce poste-là, ou en tout cas un poste à l'écomusée d'une manière ou d'une autre. Je voulais y rentrer et je lui ai fait comprendre que qu'il peut me faire sortir par la porte, je rentrerai par la fenêtre parce que je veux travailler ici. Mhm. Et donc l'entrepreneuriat, l'artisanat, c'était pareil. Je veux dire, je cherchais mes propres clients, je faisais tout moi-même et c'est ça qui est enrichissant et qui est excitant. Et c'était quoi la première étape quand tu as décidé que bon, je vais me lancer là-dedans? Il faut toujours faire un premier truc pour faire avancer ton projet. C'était quoi pour toi? Et comment tu as réussi à faire ce premier pas pour créer J'avais la chance, on va dire, d'avoir des copains autour de moi, deux personnes qui étaient des copains qui avaient déjà une entreprise, qui étaient chacun à leur compte. Donc ça a été entre guillemets assez facile puisque je leur ai demandé conseil. Je dis voilà, je veux commencer à mon compte, comment est-ce qu'il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc on m'a dit bah, tu vas commencer par le début, tu vas à la chambre des métiers, tu vas faire ton stage de création d'entreprise et puis après tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait et finalement ben voilà, ça s'est fait assez rapidement. C'est quoi un stage de... Ben, on te fait venir à la chambre des métiers, à l'époque c'était pendant 2 jours je crois, pour exposer un petit peu ton projet, ce que tu as envie de faire, etc. professionnellement, et surtout savoir est-ce que tu étais capable de tenir un livre de compte, de savoir faire les devis, les factures, une étude de marché, trouver les clients, etc. Savoir si tu étais, entre guillemets, capable de faire ça. Mhm. Voilà. Par rapport à l'entrepreneuriat et la famille, ça concorde à peu près au début quand je suis née et quand Oui. Fanny est née du coup. Et généralement, c'est une question qu'on pose plutôt aux femmes, mais je suis pas pour les stéréotypes de ce genre. Mhm. Comment t'as fait pour gérer la famille et ton entreprise en même temps? Parce qu'en plus, moi, je trouve que t'étais quand même un papa présent, t'étais pas absent. Bah, disons que les premières années, j'étais quand même à mon compte presque 7 ans. Les 4-5 premières années, on va dire. J'ai toujours dit, je ne travaillerai jamais le samedi et dimanche parce que si tu n'arrives pas à faire ton travail entre le lundi et le vendredi, c'est pas le samedi et dimanche que tu arriveras à rattraper. Donc j'essayais toujours d'être là, de faire ce qu'il fallait pour la famille. C'est vrai que les 2 dernières années ont été plus difficiles parce que l'entreprise marchait bien, mais le souci c'est que malheureusement en France, plus tu gagnes d'argent, plus il faut en dépenser pour payer les charges, les impôts, etc. Et ça devient très vite un cercle vicieux. Ce qui fait qu'il faut toujours travailler plus parce qu'il faut payer plus. Et là, 12 heures par jour, 5 jours par semaine ne suffisent plus. Donc tu commences à travailler, ben, tu vas le faire arriver le samedi matin, et puis bon finalement j'ai pas fini, je termine le samedi soir. Et puis dimanche matin, tu vas vite faire encore pour faire une bricole, et puis ça prend vite le dessus, et au bout d'un moment, ça devient ingérable. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté l'entreprise. Mhm. T'as arrêté parce que du coup, c'était devenu trop chronophage ou... Bah oui, déjà ça, et puis famille qui en pâtit forcément, puisque au début je suis là pendant 4-5 ans, tous les week-ends, et à la fin je suis plus là. Ouais. Donc voilà, c'est l'un entraîne l'autre. Hein. Du coup, t'as décidé de retourner dans le salariat. Et comment ça Oui, je s'est me passé suis la lancé dans transition? le salariat, c'est-à-dire j'ai vu bêtement une annonce, ils cherchaient des commerciaux pour vendre des systèmes de traitement de l'eau. J'ai dit, allez go, pourquoi pas tenter ça, on verra bien ce que ça donne.
Comme tous les autres Comme trucs, tous les apparemment. autres trucs, il faut quand même savoir que mon premier emploi, j'ai travaillé en blanchisserie. Hmm. Ouais, rien à voir. Voilà, rien à voir. J'ai travaillé en blanchisserie, ensuite j'étais sanitaire, chauffagiste, ensuite j'ai travaillé à l'écomusée, je suis devenu maçon à la tâche en Suisse. J'ai travaillé en tant que commercial dans les traitements de l'eau, ensuite j'étais commercial dans les fenêtres, portails, enfin tout ce qui est fermeture du bâtiment, etc. J'ai fait plein de choses, quoi. J'étais en tant que menuisier en Allemagne, alors Ouais. que je suis T'as un peu absolument touché à pas tout. menuisier du tout. Mais bon, voilà, j'ai quand même touché à beaucoup de choses. Ouais, je disais quoi? Donc, je suis parti dans le traitement de l'eau que j'ai fait pendant, je sais plus, 2 ans, un truc comme ça. À un moment, ça m'a un peu gavé parce que voilà, le système contraindre les gens à acheter quelque chose qu'ils n'ont pas forcément besoin, c'est pas trop mon truc. Bon, en l'occurrence, il fallait quand même manger, hein, comme on Ouais. dit. Donc j'ai fait ce métier pour pouvoir casser la croûte jusqu'à trouver autre chose qui me convenait mieux. Ouais. Donc je suis sorti de là, je suis parti dans la fermeture du bâtiment, donc toujours en tant que commercial, Ouais. dans diverses entreprises, dont certaines ont fermé en cours de route, donc je me suis retrouvé dans d'autres entreprises, etc. Et puis à la fin, pareil, je veux dire, c'est devenu aussi quelque chose de très très système d'entonnoir, hein, comme on dit. Il faut absolument contraindre et forcer le client à acheter quelque chose, même si la qualité n'est pas là aujourd'hui. Il faut quand même qu'il achète en croyant que c'est quand même la meilleure qualité au meilleur prix, alors que c'était tout à fait l'inverse. Et moi, ça, au bout d'un moment, je peux plus. T'as besoin de croire au truc que tu Voilà. vends pour le Si je ne vendre. crois pas à 100% au produit que je vends, je ne peux pas le vendre aux gens et leur raconter des histoires pour leur faire croire que, alors que c'est pas vrai. Ouais. C'est pour ça que je suis sorti du système commerce. Donc là, Parce que, c'était plus pour des questions d'éthique. tout à fait. Parce que le commerce aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un petit peu ça. C'est vendre tout à n'importe qui, à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière. Ouais. Et ça, c'est pas ma bière, quoi. Par rapport au retour dans le salariat, il y a des fois des gens qui considèrent que fermer sa boîte, c'est un échec. Et tel que tu l'as raconté, ça avait vraiment l'air d'être plus un choix délibéré plutôt que bon bah finalement ça marche plus, je laisse tomber. C'était plutôt ça Non, me correspond plus. c'est pas que ça ne marchait plus. Au contraire, moi, quand j'ai arrêté mon entreprise artisanale, j'avais pour 1 an de boulot qui était signé à l'avance devant moi. Du boulot, j'avais des beaux chantiers, des choses que j'aimais faire, etc. Mais c'était vraiment un choix, c'était devenu un choix de vie et de respect de la famille aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, avant, je travaillais du lundi au vendredi, à la fin, je travaillais du lundi au lundi, au lundi, au lundi. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour toujours payer plus, 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 et là, j'ai dit stop. Donc pour moi, c'est pas un échec, c'est un choix. Oui. C'est pas un échec du tout, du tout. C'est quoi pour toi la réussite? À partir de quel moment tu t'es dit j'ai réussi? Réussi quoi? Ben la réussite de ta vie ou même de ta carrière. Mais je l'ai réussi, ma vie. Oui. La preuve, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, une famille qui marche bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Professionnel, il faut gagner sa croûte tous les jours. Aujourd'hui, je travaille dans une usine qui fabrique des bouquins. J'ai 60 ans, j'ai encore 4, 5, 6 ans peut-être à travailler. Donc là, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller me bagarrer à obtenir des responsabilités de chef et de direction de gens, etc., etc. Je fais mon job, j'ai mon salaire, les 6 ans vont passer, je serai à la retraite et j'en veux pas plus. Oui. Et Donc voilà. finalement ça te va bien. Ouais. Je veux du temps pour moi, je veux gagner ma vie correctement, mais je veux aussi du temps pour moi, pour ma famille. Et voilà, et tout le reste, c'est du. S'il y a plus, c'est du bonus. S'il n'y a pas plus, c'est pas plus grave, j'ai ce qu'il me faut. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as travaillé dans plusieurs entreprises, tu as parlé de la Suisse, mais aussi de l'Allemagne. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler dans différents pays? Est-ce que déjà la langue, ça a pu être une barrière parfois? La langue, ça n'a pas été une barrière, puisque en Alsace, on parle quand même. J'ai toujours, moi, avec mes parents, parlé l'alsacien, donc l'allemand, le suisse, etc. C'était pas un souci, d'autant plus qu'on a de la famille en Allemagne, donc on parle quand même fréquemment allemand. Qu'est-ce que ça m'a amené à rencontrer d'autres cultures, on va dire, d'autres manières de penser, de vivre.
c'est toujours enrichissant. Est-ce que la vision du travail dans ces autres pays, tu l'as trouvée vraiment différente de celle de la France? À l'époque, oui. À cette époque-là, quand je travaillais en Suisse et en Allemagne, moi en Allemagne, surtout en Suisse, oui, c'était différent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la vision soit très différente. On s'est assez rapidement rattrapés les uns les autres. Tu veux dire qu'ils étaient en avance à l'époque? Ils étaient en avance, ils étaient plus rigoureux que nous. Aujourd'hui, je suis plus vraiment persuadé, enfin je suis pas persuadé du tout, parce que je travaille en Allemagne aujourd'hui, on disait aussi, oui, tu verras, la rigueur allemande, machin et tout, c'était vrai dans le temps. Aujourd'hui, ça l'est moins. Ouais. C'est pas que nous, en France, on soit devenus plus rigoureux, c'est que eux, en Allemagne ou en Suisse, ils le soient devenus moins. Ah, c'est peut-être pas dans le bon sens. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu la même chose en France, en Suisse ou en Allemagne, on est à peu près kiff-kiff. Mhm. Et est-ce que ça a été un choix d'aller travailler dans un autre pays ou c'était plus il y a une opportunité qui s'est présentée? Disons, à l'époque, la Suisse, j'étais jeune, j'avais 22 ans ou 23 ans, je sais plus. Je commençais à partir, je suis parti de la maison familiale, je voulais vivre, je voulais des sous, donc à l'époque, les portes de la Suisse étaient ouvertes, c'était facile d'y rentrer. Donc je me suis dit, ben voilà, la Suisse égale argent, parce qu'il fallait de l'argent. Oui. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Quand on travaillait en Suisse, on gagnait bien sa vie. Et voilà, c'est ce qui m'avait attiré là-bas. Après, bien sûr, il y a eu des expériences de vie, des expériences professionnelles qui ont fait que j'ai continué quelques années là-bas. Et puis finalement, je suis revenu en France. Et donc, tu parlais de toi quand tu avais à peu près 20 ans. Quel conseil tu te donnerais à ton toi de l'époque, à ton toi de 20 ans, 30 ans à peu près? Quel conseil je me donnerais à moi, de mon 20 ans à moi? Ouais. Change rien. Tu referais tout pareil? À part 2, 3 petites bricoles, oui. Je suis quand même un petit peu une tête brûlée, comme on dit. Moi, j'ai envie de faire un truc, j'y vais, je fonce, on verra. Ouais, on l'a vu avec l'écomusée. Voilà, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas plus grave, on fera autre chose et puis on verra. Donc voilà. C'était quoi la question? Un conseil à toi de 20 ans. Ouais. Non, je changerai rien parce que je fonctionne comme ça. Et puis je trouve que c'est bien de fonctionner comme ça parce que en fait, tu as un genre d'insouciance. Ouais. De ne pas se poser de questions. Ah, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, comment je vais faire mes études? Oh, comment je vais avancer? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Moi, je ne me pose pas ces questions, je fais. Je verrai. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ça se casse la gueule, c'est pas plus grave. On se rattrapera aux branches et on ira voir ailleurs. C'est marrant parce que c'est ce que je raconte souvent sur mes réseaux sociaux. Je sais souvent ça. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment vous qui m'avez appris à penser comme ça. La vie, elle est comme ça. Je veux dire, si tu commences à calculer déjà au départ, avant de commencer quoi que ce soit, tu commences déjà à calculer des choses et te dire, ah, mon Dieu, mais tu n'avances pas. Donc tu fais. Si tu arrives, c'est bien. Si tu n'arrives pas, tu regardes ce que tu peux faire pour arriver. Et si tu n'arrives toujours pas, c'est pas grave. Tu passes à autre chose et tu perds pas de temps. Et voilà. Je me suis rendu compte que on dit souvent, on a des cycles de 7 ans. Au bout de 7 ans, tu as envie de changement. Et c'est vrai. Hein. 7 ans? Ouais. J'ai jamais entendu 7 ans. Si, moi c'est vrai, c'est que professionnellement, quand je commence à m'ennuyer dans mon boulot, il est temps de changer. Ouais. Et très souvent, enfin pas la plupart du temps, à chaque fois, quand je ressentais ça, très rapidement je changeais. Ça se faisait tout seul. T'avais toujours une opportunité qui te permettait de changer? Qui te disait, ouais, voilà. Mais c'était comme un faisceau concordant qui faisait que tu avais une opportunité qui popait, ou est-ce que c'est toi qui allais la créer ou la chercher? Je sais pas, quand je commençais à me dire oh j'en ai marre de ce boulot, oh il faut que je fasse autre chose. Et puis tu commences à regarder des choses que tu regardes pas forcément d'habitude, et tout d'un coup ton regard se pose sur un truc et dit ouais c'est ça que je veux faire. Et tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu es bien dans ton boulot, j'aurais peut-être jamais regardé le document ou la publicité de tel article ou de telle chose qui te disent ah ouais ça c'est pas mal, ah ça je ferais bien aussi, tu vois, les yeux ce serait jamais, à la recherche d'autre chose. Constamment à la recherche d'autre chose, donc
tes sens sont en éveil, tu vois des choses, tu enregistres des choses et tu dis ah ouais ça c'est pas mal. Ah ouais mais ça me plairait bien. Tiens je vais essayer. Et tu commences à chercher, à regarder qui fait ça et tac tu vas taper aux portes et puis ça se fait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que moi dès que je commence à m'ennuyer dans un travail, au bout d'un moment, stop, je change et ça continue, ça avance. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Est-ce que tu as déjà eu peur à un moment, à la fin d'un cycle, pour rentrer dans un autre ou un Non, changement de travail? non, Ça t'a jamais fait peur? non. J'ai eu pas peur, mais de l'appréhension peut-être. Par exemple à l'écomusée, hein. Ouais. Quand le boss, le patron m'a dit ouais bon effectivement j'aurais peut-être un poste chef de chantier dans la maçonnerie à l'ancienne. Moi tout de suite j'ai dit ouais pas de problème je sais faire. Je l'avais jamais fait de ma vie. Je savais même pas ce que ça représentait comme boulot, qu'est-ce que ça voulait dire faire de la maçonnerie à l'ancienne. Quand il m'a amené sur le chantier, je me suis dit oula tu t'es peut-être avancé un petit peu vite. Parce que quand j'ai vu les murs qu'il fallait faire en pierre et tout ça, moi j'avais jamais maçonné de moellon en grès ou en calcaire, etc. Je connaissais pas les techniques où je me suis dit, bah, tu t'es peut-être avancé vite, mais j'ai continué à tenir le truc en haut et dit, ouais, pas de problème, je m'en occupe, je sais faire, il n'y a pas de souci, patati, patata. Et puis, dès que j'étais sorti de là, je suis allé voir mes copains maçons, je dis, oh purée, comment, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait et tout. Et puis, ils m'ont dit, attends, voilà, c'était de l'appréhension un peu, et dans le style, et puis, une fois que tu poses les valises, tu dis, bon, attends, on va regarder ça tranquille. On te file les petits tuyaux qu'il faut bien et les documentations qui vont bien aussi. Tu te rends compte que ouais, finalement, voilà, c'est de la logique, c'est pas bien plus compliqué qu'une maçonnerie traditionnelle d'aujourd'hui. Voilà. Donc, tu dédramatises très vite et tu dis bon ouais, allez, hop, ça roule. Et peur? Non. Peur, non. Non. Mais du coup, tu as été entouré par des amis qui faisaient des trucs dans les secteurs où tu étais. Pas forcément, non, mais je cherchais, je posais des questions. Je rencontrais quand même beaucoup de monde. À l'époque, je circulais beaucoup, j'allais à beaucoup d'endroits, ce qui fait que je rencontrais beaucoup de monde qui n'étaient pas forcément des copains, mais des copains de copains de copains, qui avaient travaillé éventuellement dans le domaine un petit peu à droite à gauche, ou qui avaient certaines connaissances. Ah ben attends, lui, il pourrait peut-être te dire, etc. Donc on arrivait à force de parler à trouver des gens qui te donnaient l'info qu'il te fallait ou qui te disaient mais si tu veux cette info il faut aller là, il faut chercher tel et tel bouquin ou aller voir telle et telle personne, etc. Et donc petit à petit tu te crées un réseau comme ça. Voilà. Mais à mon temps on n'avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui où Oui. tout était Google est ton ami, etc. Ça n'existait pas. Si tu voulais une info il fallait la chercher, mais la chercher physiquement, aller voir les copains et les copains des copains et les copains des copains des copains des copains des connaissances du cousin de la voisine de dessous, tu vois, je veux dire il fallait aller vraiment au charbon pour trouver l'info. C'était pas je téléphone à droite à gauche et puis je regarde sur Google qu'est-ce qu'il va me dire, etc. Ça n'existait pas. Donc tu avais l'avantage, l'inconvénient c'est que c'était des fois long à trouver l'info, mais l'avantage que tu avais c'est que tu avais la personne qui savait en face de toi. Est-ce que c'est pas un peu plus humain qu'aujourd'hui du coup? Ah si, bien sûr que si. Naturellement que c'est pratique. Quand tu prends aujourd'hui le téléphone, il ne sert plus à téléphoner, il sert à faire des photos, à faire des recherches sur Internet et à aller sur Facebook. Voilà. C'est vrai que dans le temps, ben, il fallait aller au contact des gens et c'était beaucoup plus humain, forcément. Est-ce que tu regrettes ce temps pour ce côté-là? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que on perd ce côté malheureusement humain. On se referme tous un peu les uns par rapport aux autres. On connaît plus nos voisins, etc., etc. Parce qu'on vit dans un monde de fous où tout va à 2000 à l'heure. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de rechercher sur Google. Tu dis juste OK Google, dis-moi ça et ça, et on te répond avec des paroles. C'est même plus la peine d'aller le dire, quoi. C'est quand même assez hallucinant. On perd le côté humain. Après, c'est vrai, quand tu cherches des choses et que tu as besoin d'une info rapidement, c'est quand même super pratique, il faut dire ce qui est. Mais le côté contact direct avec les personnes, celui-là, on le perd et ça, c'est dommage. Ouais. Tandis que nous, on a grandi avec OK Google, donc Ben oui, pour vous, c'est normal de vivre comme ça. Nous, on n'a pas connu ça. Hein. Ouais. Nous, moi, quand j'étais petit, on n'avait pas de téléphone à la maison. On n'avait pas de téléphone fixe. Ça n'existait pas. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Nous, on peut pas imaginer un monde comme ça. Nous, on a la possibilité de faire cette comparaison de il y a 50 ans à aujourd'hui. Vous n'avez pas encore cette possibilité. Dans 40 ans, vous direz aussi à vos enfants, ah, mais dans le temps, on n'avait pas ça. On n'avait que OK Google. Tu vois, on ne sait pas ce qu'on aura dans 50 C'est ans. vrai. L'écart technologique ne sera absolument pas aussi important que ce que nous, on a pu vivre. Ben, peut-être Regarde, qu'on sera moins... Papilou, un téléphone portable, mais tu lui aurais mis un ordinateur de 45 mètres cubes dans les mains, c'était pareil. Tu vois? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'était qu'un téléphone portable qui était en plus fait exprès pour des personnes un peu âgées qui ont des difficultés à se servir d'objets comme ça. C'était un des téléphones hyper simplifiés. Et pour lui, c'était une montagne. Oui, ouais, c'est vrai. Cette différence-là, tu ne l'auras pas avec tes gamins. Parce que nous, on continue de... Ben, vous êtes grandir déjà avec. dedans dès la naissance, et puis les téléphones portables, même s'ils vont évoluer, même si ça va aller plus vite, je veux dire, ils vont connaître ça aussi dès tout petit. Mhm. Ouais. C'est pour ça que je pense que l'écart technologique entre ta génération et tes futurs enfants sera moindre par rapport à ce que nous on a vécu. Après, le conseil que tu te donnerais à toi de 20 ans ou 30 ans, quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut soit travailler à l'étranger ou bien se lancer à son compte, ou juste un conseil pour les travailleurs d'aujourd'hui, de mon âge peut-être, Un conseil ou plusieurs. facile, fais-le. Tout simple, fais-le. Tu veux le faire, fais-le. Et on voit après. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu feras autre chose, mais fais-le. Ça résume le nom, hein. Oser. Hmm? Le nom de mon podcast, c'est Oser l'expérience. Tu viens de le dire. Voilà, c'est très C'est bien. carrément dans le thème. Bah oui. Et du coup, la question signature du podcast, si tu aurais un seul mot à dire pour résumer toute cette expérience, ce serait lequel? Un mot pour représenter tout ce qu'on vient de dire? Ouais. Même pas peur. C'est parfait. Bah, merci d'être venu sur mon podcast. C'était C'est très avec enrichissant. plaisir. C'est fini. Salut tout le monde. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ce partage d'expérience vous sera bénéfique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter avec plein d'étoiles sur l'application que vous utilisez parce que ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai été vraiment ravie d'accueillir mon papa aujourd'hui sur le podcast. Si vous avez quelconque question à lui poser ou peut-être des remarques à faire ou des choses que vous avez envie de dire, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Je vous lis et réponds à tous et à toutes, évidemment. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec vos proches à qui cette expérience pourrait être bénéfique ou bien juste qu'elle pourrait intéresser. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me taguer @paulinestinset, Stin ST2EN. Et sur Instagram, vous pouvez aussi taguer le compte Oser l'expérience, oser.l'expérience. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.